Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, mes chers collègues, j'ai envie de dire, je suis infiniment plus à l'aise dans cet amphithéâtre que dans les rencontres avec les chefs d'État, parce que je ne suis chef d'État que depuis 2 ans, mais je suis universitaire depuis 20 ans. Donc je me suis ici, chez moi, et je vous remercie de me recevoir chez moi dans cette université prestigieuse de Tsukuba. Je voudrais remercier aussi le président de l'université de Sofia et de l'université de Waseda, la JIRCA, et tous ceux qui ont justement permis la réunion de cet après-midi. Je ne vais pas parler plus d'un quart d'heure, 20 minutes, parce que j'aimerais qu'il y ait plus d'interaction. Donc je vais un peu brosser un tableau général de la situation. Comme vous le savez, il y a un événement colossal qui a été déclenché à partir de la Tunisie le 17 décembre 2010 par un acte totalement fortuit où un jeune homme s'est aspergé le corps pour protester contre la misère dans laquelle il vivait, et ceci a enflammé le pays. Au bout de 3 semaines, le dictateur est parti. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que la contagion allait prendre pratiquement tout le monde arabe, puisque le 25 janvier 2011, c'est l'Égypte qui basculait dans la révolution. Quelques jours après, c'est le Yémen qui basculait dans la révolution. Le 27 février 2011, c'est la Libye qui basculait dans la révolution. Et le 27 mars 2011, c'est la Syrie qui basculait dans la révolution. L'impact a été aussi colossal, parce que même les pays arabes où il n'y a pas eu de révolution, il y a eu un choc. Les régimes ont réagi en espérant éviter la révolution en mettant en place des réformes. Et la vague est sortie à l'extérieur de ce monde arabe, puisqu'on a vu en Espagne, en Grèce, un peu partout dans le monde, y compris à New York, des véritables manifestations qui ressemblaient plus ou moins à ce qui s'est passé en Tunisie. Donc c'est un événement colossal qui s'est propagé et qui risque de changer le visage de toute cette partie du monde, où il y a quand même, je vous rappelle qu'il y a 300 millions de personnes qui vivent dans cette région du monde, donc le monde arabe, et que ces 300 millions de personnes sont directement ou indirectement touchées par cet événement tout à fait historique et tout à fait porteur de grandes promesses, comme il est porteur de grands dangers. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce que ces révolutions ont eu lieu. Cela dépend évidemment, les conditions sont différentes pour chaque pays, mais en gros, les mécanismes sont les mêmes. Tous les régimes arabes issus de la période après les indépendances, dans les années 50, ont échoué sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Ils ont échoué sur le plan intérieur parce qu'ils ont privé les élites des libertés fondamentales, et ils n'ont pas été capables de donner à la population le développement économique. Arrivés en fin de course, ils avaient contre eux et les élites et le peuple. Et c'est justement cette union entre les élites et le peuple qui a fait que ces régimes se sont effondrés. Ils avaient vécu pendant 50 ans sur la corruption, sur la répression, sur des résultats qui étaient souvent des résultats faussés, mais ceci n'a pas tenu. Ensuite, ces régimes se sont effondrés aussi parce que pour les Arabes, qui sont au sud de l'Europe et qui voient depuis maintenant plus de 50 ans les peuples européens qui se sont fait la guerre et qui n'ont pas la même langue, parfois pas la même religion, ils ont vu ces peuples se rapprocher mutuellement et constituer ensemble une unité politique, économique, qui est l'Union européenne, qui leur a permis de retrouver la puissance politique et surtout le développement économique. Alors que du côté sud de la Méditerranée, des peuples qui ont la même langue, qui ont la même culture, ne pouvaient pas se rapprocher mutuellement parce que les dictatures les empêchaient de se réunir, de travailler ensemble. Et vous savez très bien que les dictatures ne permettent pas les unions. L'Europe n'a pu s'unir qu'à partir du moment où les dictatures ont été abattues, la dictature nazie, la dictature fasciste, la dictature de Salazar, la dictature espagnole, etc. Donc, les régimes ont été incapables sur le plan intérieur de régler les problèmes politiques et sociaux,
Et sur le plan extérieur, ils empêchaient tous ces pays qui doivent absolument se mettre à travailler ensemble, empêcher cette réunion, parce que la Tunisie, c'est un petit marché de 10 millions d'habitants. À côté, l'Algérie, c'est un petit marché de 30 millions d'habitants. Mais quand on met tout cela ensemble, ça fait un énorme marché qui est aujourd'hui une nécessité fondamentale pour le développement. Donc les régimes, les dictatures ont été des entraves au développement de nos nations. Et c'est à partir du moment où les pays, les peuples se sont constitués de façon autonome et ils ont dit maintenant ces entraves, il faut les faire sauter pour que nous puissions avancer. Alors, la révolution a eu lieu donc, dans plusieurs pays et je vais ici parler essentiellement du mien, parce que c'est le pays que je connais et parce que je ne veux pas aussi d'incidents diplomatiques. Vous le comprenez très bien. Donc je ne vais parler que de ce pays, mais en réalité, c'est pratiquement les mêmes problèmes qui se posent partout avec une acuité différente. Alors, première constatation, rien n'est plus facile que de faire une révolution, rien n'est plus difficile que de gérer l'après-révolution. Faire la révolution, c'est facile. Malheureusement, en Syrie, c'est un peu plus difficile qu'ailleurs, mais dans une certaine façon, on y arrive. On met le prix humain et on y arrive. Mais les difficultés commencent immédiatement après. Et aujourd'hui, tous les pays arabes, qu'ils fassent la révolution aujourd'hui ou qu'ils la fassent demain, vont être confrontés à 3 types de problèmes. Et ce sont ces 3 types de problèmes que je vais détailler ici pour que vous mesuriez à quel point, justement, les transitions vers la démocratie peuvent être complexes, dangereuses et pas du tout sûres. Alors, les 3 problèmes auxquels on fait face une fois que la révolution est terminée sont d'abord le défi politique, le défi économique et le défi sécuritaire. Alors, pour ce qui est du défi politique, la question est très simple. Comment passer d'une dictature qui a duré parfois 50 ans à une démocratie quand on n'a pas pratiqué la démocratie? Comment faire en sorte que des gens qui n'ont pas l'habitude des élections mettent en place un système électoral? Comment faire en sorte que des gens qui n'ont pas l'habitude de la liberté d'expression usent mais n'en abusent pas? Comment faire en sorte que, quand vous avez une société divisée entre islamistes, par exemple, traditionnalistes et sécularistes occidentalisés, comment faire en sorte pour que ces 2 types de populations coexistent ensemble? Comment faire pour que la Constitution, qui est ce contrat social qui va fonder l'État nouveau, comment faire que cette Constitution soit acceptée par tout le monde? Comment faire pour bâtir une démocratie qui ne soit pas basée sur la règle 51-49, parce que ce qui peut marcher, la règle du 51-49 peut marcher dans des vieilles démocraties, mais dans des nouvelles démocraties, si les 49 ne sont pas d'accord, ils peuvent bloquer le pays. Donc même si vous êtes élu, un président élu avec 51%, le pays peut être bloqué par les 49% s'ils n'ont pas voix au chapitre. Donc c'est une démocratie qui ne peut pas être une démocratie du nombre. Il faut que ce soit une démocratie du consensus. Or, la démocratie du consensus, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place, parce que cela nécessite la discussion en permanence, le débat, la négociation. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas du tout évident. Donc voilà le premier défi que vont rencontrer tous les pays en transition. Comment passer d'un système dictatorial à un système démocratique, mais qui soit une démocratie consensuelle et non pas une démocratie de type 51-49. Ensuite, vous avez le défi économique. Et là, on est dans une situation très paradoxale. La révolution a eu lieu à cause de la misère, à cause de la pauvreté. Or, pour lutter contre la pauvreté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la stabilité, parce que la stabilité, c'est ce qui est nécessaire pour qu'il y ait de l'investissement. Parce que ce qui va créer les richesses, ce n'est pas l'État, évidemment, c'est l'investissement interne et externe. Or, comme ce sont des pays où il y a beaucoup de misère, où il y a beaucoup de frustration cachée pendant très longtemps, la demande va arriver en même temps et vous allez avoir des demandes sociales parfois prohibitives. Vous allez avoir des grèves et ces grèves vont faire en sorte qu'il n'y a pas de stabilité. Et cette stabilité va empêcher l'investissement. Donc, la révolution, au lieu de régler le problème économique, peut l'aggraver à un moment donné, parce que, malgré tout,
pendant la stabilité sous la dictature, l'économie fonctionnait, mal, mais elle fonctionnait. Or, la révolution, par l'introduction de l'instabilité, fait que cette économie va marcher encore plus lentement, encore plus difficilement. Donc, cela va aggraver le chômage, cela va aggraver la situation économique. Or, si la situation économique s'aggrave, c'est l'instabilité qui s'aggrave, et on rentre dans un cercle vicieux. Ça, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est le défi sécuritaire. Parce que quand une dictature s'effondre, il y a la chose fondamentale qui s'effondre, c'est son appareil sécuritaire. La police disparaît les premiers jours de la Révolution. Il n'y a plus l'appareil sécuritaire, collapse, il disparaît. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une telle situation? Vous avez évidemment la criminalité normale, entre guillemets, qui augmente, donc l'insécurité qui augmente. Vous avez l'incapacité de faire face aux troubles sociaux, notamment les troubles, et là, évidemment, ça accroît le sentiment d'insécurité. Mais il y a un élément très important, c'est le réveil du danger extrémiste islamiste. Parce qu'il faut bien comprendre ceci, c'est pendant la dictature, il y avait deux alternatives dans le monde arabe, contrairement à l'Europe de l'Est et contrairement à l'Amérique latine. C'est-à-dire que pour hériter de ces dictatures, il y avait deux projets, le projet démocratique, droits de l'homme, etc., dont moi je viens, mais il y avait aussi un autre projet, c'est le projet djihadiste, terroriste, islamiste. Or, quand vous avez si vous voulez, la révolution arabe a été un cinglant défi, démenti à ce terrorisme idéologique, parce que la révolution a été démocratique, elle a été pacifique, elle a été populaire, elle a été non religieuse. Et donc, tout le mouvement salafiste djihadiste s'est trouvé hors jeu. Il a été surpris. C'est comme si on lui avait tiré, si vous voulez, le tapis sous les pieds. Mais il n'a pas disparu pour autant. Donc, quand vous avez la chape sécuritaire qui s'effondre, évidemment, ces forces-là, qui n'ont pas participé à la révolution, vont vouloir s'installer et vont vouloir, eux aussi, avoir voix au chapitre, y compris par la violence. Voilà les trois défis majeurs que rencontre tout pays en transition démocratique dans nos pays. Et voilà ce que nous, en Tunisie, nous faisons pour faire face à ces trois défis. Alors, pour ce qui est du défi politique, d'emblée, au moment où j'ai été élu, j'ai commencé à ouvrir le palais à toutes les forces politiques et à introduire, à officialiser d'abord, si vous voulez, ce débat national, parce qu'il était hors de question de pouvoir commencer sans avoir le plus large consensus. Nous avons constitué aussi un gouvernement d'union, un gouvernement de coalition nationale, ce n'est pas un gouvernement d'union, mais de coalition, dans lequel il y avait les représentants des partis laïcs modérés et du parti islamiste modéré. Et c'est cette formule-là qui nous a empêchés, si vous voulez, de verser dans ce qui aurait pu être une guerre civile politique. Ceci a exclu, évidemment, sur les côtés, les extrémistes des deux bords, mais cette coalition reste toujours ouverte. Nous voulons, peut-être plus tard, l'élargir pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas gouverner ce pays avec 51-49. Chacune des deux parties pouvant bloquer le pays. Nous sommes obligés, pendant la phase transitoire, à gouverner ensemble. Et heureusement, en Tunisie, il y a une tradition du débat national qui a été acquise sous la dictature. Fort heureusement, si je puis dire, le dictateur, en tout cas, a réprimé tout le monde. Il a réprimé les islamistes, les démocrates, les militants des droits de l'homme, ce qui fait qu'on s'est tous trouvés, à un moment donné, pendant 20 ans, dans le même camp, et on a dû travailler ensemble. Ceci a beaucoup facilité le fait de gouverner ensemble. Or, aujourd'hui, cette façon de travailler ensemble, de gouverner ensemble, nous a permis d'avoir une constitution qui est finie au mois de juillet, qui est une constitution de consensus, nous a permis de nous mettre d'accord sur la fin de cette période transitoire et donc de pouvoir faire les élections à la fin de cette année. Et donc, si vous voulez, en Tunisie, fort heureusement, la question politique, le défi politique a pu être maîtrisé. Il a pu être maîtrisé, encore une fois,
à cause de cette habitude qu'ont les acteurs politiques de travailler ensemble sous la dictature, à cause de, je dirais, des caractéristiques du peuple tunisien, qui est un peuple de classe moyenne, un peuple modéré, un peuple homogène. Ceci a beaucoup facilité le dialogue politique, et à cause de cette tradition que j'ai beaucoup renforcée, moi, du débat permanent. Le premier jour, quand je suis entré au palais de Carthage, l'après-midi, j'ai commencé à recevoir les chefs de l'opposition. Et tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois, nous avons un dîner informel où les gens qui m'attaquent dehors viennent à l'intérieur du palais et on discute tous ensemble. Après, ils sortent et ils m'attaquent de nouveau. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse débattre en permanence. Donc, à cause de cette tendance-là, nous avons pu juguler le débat politique. Maintenant, la crise économique. Donc, vous avez vu que nous avons besoin de stabilité pour pouvoir attirer l'investissement extérieur et intérieur. Alors, le grand ennemi, si vous voulez, de cette stabilité, c'est la longueur de la période transitoire. Parce que nous avons été obligés de passer par une période transitoire, parce que pour écrire la Constitution, pour mettre en place les nouvelles institutions, il faut du temps. Alors, au début, on espérait que ça serait une année, mais il s'est avéré que c'est impossible. Actuellement, nous sommes à 2 années. Mais même quand vous voyez cette longueur-là, ce n'est pas grand-chose. Tous les pays du monde ont eu tous les pays qui ont eu des transitions démocratiques ont eu des périodes transitoires difficiles et plus longues. Alors, ce que nous espérons, c'est qu'à partir du mois de janvier 2014, nous allons avoir cette stabilité. Alors, pour le moment, nous gérons l'instabilité. Nous la gérons au mieux que nous pouvons, c'est-à-dire par une politique où on va rassurer les investisseurs en retrouvant de plus en plus le contrôle de la situation sécuritaire. Alors, il y a 2 ans, la situation sécuritaire était vraiment très mauvaise, mais progressivement, l'appareil sécuritaire a retrouvé sa place. Progressivement, les grèves, l'insécurité publique ont baissé tranquillement. Et ensuite, il a fallu rendre aussi à l'appareil sécuritaire sa dignité, ses motivations, donc reconstruire le moral de la police, des forces de sécurité, pour pouvoir justement avoir cette stabilité. Et pendant ce temps où nous construisons à la fois le consensus politique et nous construisons l'amélioration de la sécurité, nous travaillons au diagnostic de tous les dysfonctionnements économiques, c'est-à-dire les lois, le code d'investissement, toutes les pratiques qui ont fait la corruption, toutes les pratiques qui ont fait que la machine économique ne tournait pas. Ce qui fait que dès que nous aurions terminé cette phase de transition, nous allons avoir un État, donc un État démocratique, consensuel. Nous allons avoir aussi un nouveau code d'investissement, nous allons avoir une sécurité accrue, et ceci va permettre à la machine économique de tourner. Alors le troisième défi, c'est celui de la sécurité. Il y a cette partie dont je vous ai parlé, qui est la sécurité due à la criminalité, due à la pauvreté, aux troubles sociaux, etc., qui est prise en charge, elle, par les forces de sécurité. Mais il y a le défi, donc les défis de ces groupes djihadistes, qui posent un grand problème. Ce n'est pas un problème local. La situation en Libye, la situation au Mali, la situation en Syrie, tout cela fait qu'il y a une espèce de network international, donc de ces mouvements djihadistes, terroristes, qui posent un problème partout. Alors, nous avons, il y a un mois, eu un Conseil national de sécurité pour déterminer la politique face à ce phénomène. Et on a dit, c'est un phénomène complexe. C'est un phénomène où il y a une partie militaire, sécuritaire, et il faut accepter la confrontation avec les gens qui portent les armes. Mais on a dit que c'est aussi un phénomène social, parce que les jeunes qui rentrent dans ces mouvements viennent tous de ce qu'on a appelé en Occident le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les gens les plus pauvres, ceux qui n'ont pas eu accès à l'école. On sait que beaucoup sont passés par la prison, par la drogue, etc. Donc c'est un grave problème social.
Et il faut que nous allions vers ce problème social. C'est aussi un problème culturel et religieux. Donc notre façon de traiter ce problème, c'est à la fois sécuritaire, à la fois éducatif et à la fois social et économique. Évidemment, l'éducatif et le social et économique, c'est à moyen et à long terme. Le sécuritaire, c'est à court terme. Mais l'ensemble de ces mesures nous permettront de faire face à cette dernière crise. Alors, donc voilà les trois problèmes auxquels vont être confrontés tous les pays arabes qui font leur révolution. Ça ne veut pas dire que dans les pays où il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas de crise politique, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas eu de crise sécuritaire. Ces trois crises existent partout. Mais dans les pays de la révolution, ces problèmes sont venus à la surface et se sont posés de façon cataclysmique, de façon brutale. Et ils nous demandent de prendre des décisions rapides, courageuses, pour pouvoir justement les régler. Et là où ces problèmes sont occultés, sont mis sous le tapis, on ne fait que retarder le moment de l'explosion. C'est pour ça que je dis, il faut que là où les pays où il n'y a pas eu la révolution, il faut qu'il y ait des réformes profondes pour justement empêcher la révolution. S'il n'y a pas de réformes profondes, audacieuses, on ne pourra pas éviter dans ces pays de venir à la même situation explosive avec le prix que ça coûte et avec tous les problèmes que ça va poser après pendant des années et des années. Alors, la question c'est où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on va? Ce phénomène qui a commencé en Tunisie, qui s'est étendu partout, on ne sait pas où il va s'arrêter. Actuellement, il est bloqué en Syrie, mais il n'est bloqué que pour un moment, il va redémarrer. Alors, ça peut aller, moi je dis, il y a le scénario du rêve et le scénario du cauchemar. Alors, le scénario du rêve, c'est que, effectivement, après une période transitoire courte, on met en place un État démocratique, un État transparent, un État consensuel, un État où tous les différentes parties de la population acceptent de coexister. On met en place des réformes économiques, le pays se développe, les pays, parce qu'ils ont les mêmes types de politiques, sont capables de constituer d'abord un espace commun qui est à l'échelle du Maghreb et peut-être à l'échelle du monde arabe, et progressivement, les 300 millions d'Arabes vivront comme les autres nations, avec des pays développés, des pays démocratiques et des pays pacifiques. Ça, c'est le scénario du rêve. Il y a le scénario du cauchemar. Le scénario du cauchemar, c'est que ces révolutions n'aboutissent pas, ou elles vont aboutir plutôt dans un pays et dans d'autres, pas dans d'autres. Que la crise économique n'est pas maîtrisée, que la crise politique n'est pas maîtrisée, que la crise sécuritaire n'est pas maîtrisée. Et à ce moment-là, le pays rentre dans une grave période d'instabilité et le pays peut exploser, le pays peut se diviser. Je ne parle pas de la Tunisie parce que c'est un pays homogène, mais ailleurs, ça peut se faire. Alors, entre le scénario du rêve et le scénario du cauchemar, la vie nous a toujours appris que c'est souvent ni l'un ni l'autre, que c'est quelque chose de plus complexe, qu'il y a des possibilités qui n'ont pas été prévues, en général qu'il y a des deux, et que c'est quelque chose de difficile à prévoir. Mais aujourd'hui, il y a dans le monde arabe des forces colossales, à la fois de destruction et à la fois de construction. Et bien malin celui qui pourra dire « voilà où cela va mener ». Nous sommes tous dans cette galère, si je puis dire, de cette transformation historique, et on ne sait pas réellement où est-ce que tout cela va mener. Je parle ici à l'échelle du monde arabe. Maintenant, à l'échelle de la Tunisie, où est-ce que cela va mener pour le moment, pour le court terme? Pour le court terme, les choses ont l'air de bien se passer. Le niveau de violence politique est très bas. Le débat politique a lieu du matin au soir. Les manifestations sont des manifestations pacifiques. Nous avons eu le consensus autour de la Constitution. Les élections vont avoir lieu dans le temps. Donc le processus politique, il est maîtrisé en Tunisie. Le processus économique, c'est plus compliqué. Nous espérons que la machine économique va redémarrer dès que le processus politique est achevé. Et on peut espérer, nous avons un plan ambitieux de sortir
2 millions de Tunisiens de la pauvreté d'ici 5 ans. Ceci est réaliste, réalisable, et nous allons nous y atteler. Reste la question de la sécurité. Là aussi, en Tunisie, on maîtrise le danger salafiste parce que nous avons une armée structurée, une police structurée, une population allergique à la violence et allergique aux thèses extrémistes. Nous avons une classe politique qui est capable de s'entendre. Donc nous avons les chances de pouvoir contrôler ce phénomène. Mais encore une fois, rien n'est jamais joué dans la vie. Il faut se battre tout le temps contre les forces de destruction qui peuvent exister à l'intérieur même de nos systèmes politiques. En tout cas, moi j'ai vécu pendant 20 ans sous la dictature et à un moment donné, on n'avait pratiquement plus d'espoir de détruire la dictature. Et j'ai vu du jour au lendemain la dictature disparaître. Donc je me dis, notre peuple qui a été capable de casser une dictature de la pire espèce est capable de créer aussi une démocratie, et je reste fondamentalement optimiste et je reste fondamentalement confiant dans notre avenir. Alors, ailleurs, dans les autres pays, il faudra que chaque pays, chaque peuple fasse son travail pour régler ces 3 crises fondamentales, pour qu'il ne bascule pas dans le chaos, mais pour qu'il bascule dans ce que j'appelle le scénario idéal. Alors, nous et le monde, nous avons la chance, en tout cas en Tunisie, d'avoir de très bons amis partout. Nous avons l'Union européenne qui nous appuie. Nous avons d'excellentes relations avec nos voisins, l'Algérie, la Libye. Nous avons d'excellentes relations avec d'autres pays amis comme le Japon. Et partout, j'ai entendu cette phrase qui, à la fois, est pour nous très valorisante et à la fois très stressante. Alors la phrase, c'est « Il faut que vous réussissiez » parce que vous êtes un exemple pour tout le monde arabe. Alors ceci est très valorisant, parce qu'effectivement, nous sommes un petit pays, un petit peuple, nous n'avons pas du tout l'intention de devenir un modèle, ni même de commencer la révolution. Donc nous nous sentons valorisés par cette... Mais en même temps, cela met une pression formidable sur nous, parce que nous savons que nous n'avons pas le droit à l'erreur, que nous devons absolument réussir, que, je dis, nous avons le choix entre réussir et réussir. Simplement parce qu'il y a 300 millions d'Arabes qui nous regardent et qui veulent que cette expérience réussisse. Parce que si elle réussit, c'est-à-dire si on montre qu'on peut vivre ensemble, les sécularistes et les islamistes, et on peut travailler ensemble, on peut gouverner ensemble, si on montre qu'on peut effectivement lutter contre la corruption et mettre en place une économie saine, si on montre qu'on peut réellement régler le problème salafiste, djihadiste, sans être simplement dans la brutalité de la répression aveugle, mais dans une approche multidimensionnelle, rationnelle, à long terme, où la force est un élément de la réponse. Si on arrive à montrer tout cela, cela va donner confiance aux autres pays et cela va leur permettre probablement d'avoir plus confiance et de mieux résoudre leurs problèmes, sachant que dans les autres pays arabes, la situation est infiniment plus compliquée. Nous avons la chance, en Tunisie, d'être une population homogène. On n'a pas de problème de religion, de chiites, de sunnites, etc. Nous sommes un peuple de classe moyenne. Nous sommes que 10 millions par rapport aux 90 millions des Égyptiens, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Nous sommes plus proches de l'Europe, nous sommes plus aidés, donc nous avons de bonnes cartes. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'échouer. Alors je terminerai pour parler du Japon et de notre relation au Japon. Les gens me disent, on va aller au Japon pour qu'on puisse, qu'il y ait le transfert de technologie. Les Japonais ont une technologie et on doit absolument avoir ce transfert de la technologie. Je dis, ok, d'accord. Oui, on va aller au Japon parce qu'ils ont des ressources et ils peuvent investir ces ressources chez nous. Je dis oui, d'accord. Mais j'ai dit, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça que le Japon peut nous donner. Je pense que ce que le Japon peut donner simplement aux Tunisiens, aux Arabes, c'est l'exemplarité. Parce que je n'arrête pas de dire en Tunisie que les révolutions, qui sont simplement des révolutions institutionnelles, on se débarrasse d'un système politique, on met en place un autre système politique, ou des révolutions économiques, que si ces révolutions ne sont pas basées sur une révolution morale, pour ne pas dire spirituelle, où il y a des changements profonds d'attitude et de comportement,
notamment face à des valeurs comme le travail, face à des valeurs comme l'honnêteté, toutes ces valeurs qui ont été détruites pendant des années par la corruption, par la dictature, que s'il n'y a pas une révolution morale, spirituelle, tout ce que nous allons construire, c'est du château de cartes. Ça peut s'effondrer. Et aujourd'hui, si nous souffrons en Tunisie, c'est à cause de certain nombre de comportements et d'attitudes qui ne sont pas des comportements de type moral. Alors, si le Japon doit nous apporter quelque chose, c'est l'exemplarité de cette révolution. C'est cette capacité, ce sont ces qualités morales de travail, d'honnêteté, de modestie, de perfectionnisme, de pragmatisme. C'est ça ce que nous devons apprendre et pas du tout la technologie. La technologie, on peut l'apprendre tout seul. À la limite, on peut même en inventer. Les ressources, on peut en trouver ailleurs. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous avons des ressources intérieures. D'ailleurs, nous n'utilisons même pas les ressources qui sont les nôtres. Nous avons une bureaucratie, justement, qui, à cause d'attitudes et de comportements, le mauvais travail, l'absence de conscience professionnelle, etc., qui fait que nous sommes bloqués. Donc notre révolution doit être une révolution morale. Et ceux qui ont fait la révolution, ceux qui l'ont réussi, c'était des gens qui avaient une très forte charge de morale. Ils voulaient la liberté, ils étaient prêts à sacrifier leur vie, ils étaient fiers d'être tunisiens, ils étaient prêts à mourir pour la Tunisie. C'est ça qui a fait la révolution. Et aujourd'hui, si nous voulons faire réussir cette révolution, qui a été une révolution démocratique, pacifique et aussi de valeurs, il faut que nous retrouvions les valeurs fondamentales. Et c'est ici que tous les Tunisiens devraient regarder vers le Japon pour apprendre non de sa technologie, mais de sa morale, de son éthique, de son esthétique, si je puis dire. Et le Japon peut donner ici un très grand exemple, et il est regardé par tout le monde, avec le monde arabe aussi, avec beaucoup d'admiration à cause de cela. Une fois qu'on aura justement cette base qui est la révolution éthique, esthétique, morale, on peut tout construire. Sinon, on ne peut rien construire que sur des sables mouvants. En tout cas, c'est ma profonde conviction. C'est ma profonde conviction et je vous apporte donc à la fois le salut et l'admiration du peuple tunisien pour un peuple résilient qui a vu toutes les catastrophes, qui a subi toutes les catastrophes et qui nous redonne le courage par son exemple, par sa capacité de montrer qu'il n'y a pas de difficulté que les hommes ne soient pas capables de résoudre. Voilà, sur ce message-là, d'amitié et d'espoir, je vous remercie de votre patience, si je puis dire. Merci beaucoup.